Mesdames et messieurs, Antenne Soir sur Télé 50, ce parti à l'Assemblée nationale, ça sent encore la politique qui s'en mêle pour chercher à ce qu'on puisse voir la déchéance du président de l'Assemblée nationale, Mbossoko Diambwanga. Une pétition en gestation a été lancée. Nous allons en parler avec un député national sur ce plateau. Est-ce que c'est le moment de pouvoir investir le président de l'Assemblée nationale quand on sait que les choix de l'animateur, du principal animateur du bureau de l'Assemblée de la CENI n'est pas encore effectif? Eh bien, est-ce que c'est le moment de pouvoir porter une pétition contre Mbossoko Diambwanga? Nous en parlerons avec un député national qui est notre invité du soir. La problématique des minerais de la République démocratique du Congo, les minerais du sang, on en parle encore. Les Chinois dans les zones minières de la République démocratique du Congo. Une commission parlementaire a été diligentée pour se rendre au Sud Kivu. Et nous en parlons avec Abbé Baala, qui est un activiste des droits de l'homme, mais aussi qui connaît très bien la zone. Mesdames et messieurs, avant de prendre nos invités pour les dossiers du soir, c'est parti avec les grandes lignes de l'actualité avec Nathalie Okomposo. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Crispin Chibasso, bonsoir à tous les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Coopération RDC-Russie, la société minière de Bakwanga Miba et la firme russe Alrosa sont tombés d'accord sur l'exploitation et traitement des diamants. Ceci pour permettre la relance de cette géante minière, autrefois poumon économique de l'espace Grand Kassai. À l'Assemblée nationale, nouvelle pétition contre Christophe Mbosso, son signature déjà collectée contre les présidents de la Chambre basse du Parlement. Il lui est reproché la mégestion de cette institution. Et sur le continent, après la CEDEAO, l'Union africaine suspend la Guinée de son organisation suite au coup d'État du dimanche dernier au pays. L'Union africaine demande par ailleurs à l'ONU d'approuver les communiqués finaux de la CEDEAO. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations des volleyball Rwanda 2021. C'est ce samedi que les Léopards seniors de la RDC vont jouer pour la toute première fois les quarts de finale de cette compétition. Et ce sera face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, tenant du titre, sous les coups des 13h. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Crispin Chibasso pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Et nous sommes de retour. On marque une petite pause pour reprendre notre premier invité, Abbé Baala, pour la problématique de la présence de Chinois dans les zones minières de la République démocratique du Congo, tout de suite sur Télé 50. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Atoli Mwamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être la manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Nous recevons Abbé Baala qui est avec nous ce soir, bien installé. Abbé Baala, professeur, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Crispin. C'est toujours avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr, plaisir partagé, parce que nous avons, durant notre séjour dans l'Est de la RDC, il y a quelques jours, suivi un documentaire où on vous retrouve en train de parler de ces minerais de sang. Ah, eh bien oui, c'est vrai. Comme ces derniers temps, la question de gouvernance minière est à la une. C'est vrai, ce film reprend toute son actualité. Ce documentaire, en fait, nous l'avions produit avec monsieur Forestier, hein, de Canal+.
Et c'était juste avant la conférence de Goma. Parce que nous voulions montrer dans ce film du sang dans nos portables, nous voulions montrer que, en réalité, il n'y avait pas de guerre civile à l'est de notre pays. Parce qu'on devait discuter de la question de la guerre, de la paix, de tous ces groupes armés qui proliféraient là-bas. Mais il fallait savoir quelle était la cause de cette guerre qui ne dit pas son nom, cette guerre sans front. C'était comme ça. La première fois qu'il y a eu un front, vraiment, c'est quand notre armée a combattu le CNDP ou bien s'est affronté au M23. Mais la plupart du temps, tous ces groupes armés qui sévissent à l'est de notre pays, le font, et on ne sait pas où se trouve le front. Et nous nous demandions, quand la littérature occidentale et internationale dit qu'au Congo, il y avait la guerre civile, c'était quelle guerre civile? Dans la réalité, nous avons découvert, nous avons voulu montrer que c'était une affaire justement mercantile, qu'on a entretenu une situation de ni guerre ni paix, une situation de violence. Oui, de violence extrême, parce qu'il y a eu quand même plus de 10 millions, 12 millions de morts, on dit là-bas à l'Est. Mais on a entretenu cette violence extrême, mais sans guerre ouverte nécessairement. On l'a entretenu parce que on veut mettre la main sur les dernières réserves stratégiques, des minéraux stratégiques qui se trouvent là. Et on entretient une situation de non-droit. Et on a montré dans ce film là-bas que le colombo-tantalite, ce minerai rare qui entre dans la fabrication non seulement des processeurs, des ordinateurs, des téléphones, des jeux vidéo, etc., que ce minerai était devenu vraiment l'enjeu majeur de cette guerre. Le colombo-tantalite, ne parlons pas de l'or, ne parlons pas de tous les autres minéraux rares. Tout, oui. Et tout cela, au vu et au su de tout le monde. C'était entretenu. On utilise les proxys, c'est-à-dire les pays voisins, qui deviennent producteurs de matières qui ne se trouvent pas sur leur sol. Premier producteur de coltan, producteur d'or, producteur de ceci, alors que vous ne trouvez pas ces minéraux dans leur sous-sol. Et tout cela, on laisse le pays aller vers un sous-développement patent au niveau des campagnes. Aucune route n'atteint, par exemple, Walikale. La route de Walikale est la plus mauvaise peut-être de la République. Mais de petits avions, chaque jour, amènent des tonnes et des tonnes de minéraux en atterrissant sur l'ancienne route que le président Mobutu voulait construire entre Bukavu et Kisangani. Alors le petit tronçon de route macadamisée qui était là-bas sert de piste d'aviation. Et cela dure depuis des années. Et donc, fin 2008, lorsqu'on commençait la conférence de Goma, nous avons décidé avec Patrick Forestier de dire cela au monde entier. Mais ce film documentaire est encore d'actualité aujourd'hui, avec la présence des Chinois dans les zones minières, dans le Sud Kivu et même au Katanga et consorts. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission parlementaire? Des recommandations, oui, mais est-ce que des recommandations pour berner l'opinion publique ou pour réellement avoir des décisions qui vont changer les choses? Oui. Bon, moi, analyste. Je n'ai pas l'habitude de critiquer les décisions prises par les autorités de façon systématique. Mais, à mon sens, c'est vrai, envoyer une commission parlementaire là-bas aujourd'hui, c'est bien, mais c'est comme si on voulait se donner bonne conscience. Est-ce que ce qui se passe là-bas a commencé aujourd'hui? Est-ce qu'il a fallu que M. Alain Foka, ce journaliste camerounais, un ami d'ailleurs, de RFI, est-ce qu'il fallait que lui, il aille d'abord là-bas faire son petit reportage en ramenant des images pour qu'on sache que ça se passe, ce qui se passe à Mwenga, ce qui se passe à Chabunda, ce qui se passe au Lualaba, ça se passe aussi ailleurs, en Ituri et partout ailleurs. Il faut donc revoir cette question de façon globale. Quelle est la part de l'État congolais dans cette gouvernance?
C'est bon aujourd'hui, j'entends des gens vouloir jeter la pierre aux autorités provinciales, les pauvres. Est-ce qu'avant eux, les Chinois n'étaient pas déjà là-bas? Moi, je me dis, mais bon... Le gouverneur Ngouabidje. Oui, le gouverneur Ngouabidje qui, d'ailleurs, a pris une bonne mesure, entre nous, soit dit. Lorsque il y a eu le tollé général, il a dû se rendre compte qu'il y avait un problème. Et il a pris une mesure conservatoire que moi j'ai trouvé une mesure salutaire parce qu'elle a réveillé justement la conscience des gouvernants au niveau national. Et c'est pour ça qu'on peut donc louer ce qu'il a fait, mais il faut aller plus loin. Le code minier de 2010 qui a été remplacé par le nouveau code minier, dont les effets ne se font pas encore sentir. Ce code minier, est-ce qu'il permet aux gens d'aller exploiter les minéraux sans autorisation sur le territoire? En principe, non. Ceux qui avaient commencé ne recevaient que des permis de prospecter. Mais vous savez qu'il y a des sociétés qui ont travaillé pendant des années avec seulement un permis de prospection, mais qui ont fait une exploitation sauvage, qui ont pris des millions et des millions, en prétendant qu'ils étaient encore en train de le faire. Pendant 4 ans, pendant 10 ans, une société était en train d'exploiter de l'or, je ne vais pas la citer pour ne pas lui faire de la publicité, et elle était seulement là en train de faire de la prospection. Mais on savait que des hélicoptères venaient prendre des tonnes et des tonnes de terre, mais dans cette terre, il y avait de l'or, il y avait de la cassitérite, il y avait de la bauxite, il y avait tout le lithium. Tous ces minéraux, en général, vous le savez que ces minéraux sont en couche, n'est-ce pas? Vous les trouvez quand vous allez, lorsque vous trouvez du colombo-tantalite quelque part, il faut savoir que la cassitérite est en dessous. Il faut savoir que vous pouvez trouver de l'uranium aussi en dessous. C'est comme ça que ça se passe. Et ça s'est passé pendant des années. Notre pays devrait donc prendre au sérieux cette question, parce que cette question est vitale. Aujourd'hui, on parle encore, c'est d'actualité, on parle de la question de la CAMI, ce qu'on appelle la caisse de... là où on devait faire le cadastre minier, quoi. On parlait du cadastre minier. Ouais. Excusez-moi, j'ai parlé de la CAMI. Non, c'est le cadastre minier. Cadastre minier, CAMI. CAMI. Oui. Le cadastre minier était là pour faire quoi? C'était justement pour contrôler, pour pouvoir gérer justement les terres, les mines, gérer les carrés miniers qui sont donnés à ceux qui veulent exploiter, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient étrangers. Et malheureusement, vous avez vu ce qui se passe. Depuis 2 ans, on ne parvient pas à nommer un responsable là-bas. Or, qui donne ces terres? Qui donnait ces permis? Qui donne les permis d'aller? Qui distribue cela? C'est justement le cadastre minier. C'est justement ce service là-bas qui devait être pris au sérieux. On ne devrait pas y faire régner un flou artistique, parce que c'est vraiment, il y va de la souveraineté du pays. Et voilà. Donc, quand aujourd'hui on envoie une commission parlementaire, une commission parlementaire, encore que c'est tellement budgétivore et tout ça, est-ce que cela va corriger d'abord la pollution qui a déjà été faite des rivières qui traversent le territoire de Mwenga et de Chabunda? Est-ce qu'on va faire partir ceux qui ne sont pas en ordre? Est-ce qu'on va leur demander maintenant de commencer à payer les taxes en bonne et due forme? Il y a donc tout un travail qui aurait dû être fait en amont. Et maintenant, on vient réagir en aval après que quelqu'un ait dénoncé le scandale. Mais on ne s'arrête pas là. Il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut le savoir aussi. C'est dans les zones minières que sévissent les groupes armés. Avant, si on avait des groupes armés qui se disaient maï-maï patriotiques, des patriotes maï-maï, qui étaient là pour combattre les troupes étrangères qui venaient envahir notre territoire ou leurs terres ancestrales. Nous n'avons plus de groupes armés classiques comme ceux que géraient des gens comme le général Padiri, au Boulenda aujourd'hui, ou le général Luecha. Nous n'avons plus ces groupes là-bas. Tous les groupes que vous voyez, que vous savez qui sont en train de sévir là-bas à l'est, sont en train de sévir dans les zones minières.
Donc l'aspect mercantile, l'aspect pillage est clairement inscrit dans l'action de ces groupes armés. Vous les trouvez, donc vous trouvez tous ces seigneurs de guerre, ils recrutent et ils sont dans les zones minières. Ça, Mais comment... Parce que nous avons eu quand même l'opportunité d'arriver à Bukavu, dans le Sud Kivu, oui. il y a quelques jours. N'est-ce pas? Mais quand je considère la géographie de cette zone montagneuse, un Chinois qui arrive à détecter, à quitter la Chine jusqu'à arriver à Kinshasa, Sud Kivu, aller dans les zones minières, c'est-à-dire qu'il y a la complicité des autorités congolaises. Mais forcément, un Chinois, il va arriver là-bas quand je crois que, bon, c'est un secret de polichinelle. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai appris que le gouvernement de la République est en train de vouloir revisiter le fameux contrat chinois, qui était... c'était des contrats, oui, en ce moment-là, peut-être que c'était nécessaire parce que, en fait, les Occidentaux ne voulaient pas donner de l'argent à notre gouvernement pour le développement après les élections. Mais on ne peut pas laisser faire une situation de flou artistique depuis ce temps là-bas. Quelle est la compensation réelle? Qui peut dire si sur les 6 milliards de dollars de contrats chinois, qui peut dire aujourd'hui que la République démocratique du Congo a déjà absorbé en termes de, parce que c'était un troc, en termes de routes, en termes d'hôpitaux, en termes d'infrastructures, etc. Qui peut dire aujourd'hui quelles sont les infrastructures qui ont déjà été construites depuis ce temps là-bas? Et pourtant, on voit que ces sociétés qui font partie de ce contrat, ces sociétés chinoises, prennent des minerais chez nous. Ils viennent, ils prennent des choses sans que personne ne sache exactement combien notre sous-sol est en train de donner et quelle est la compensation de l'autre côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous voyez des images de ce qui se passe là-bas, vous constatez que ces gens-là utilisent notre armée pour sécuriser les mines. C'est scandaleux. Comment des étrangers peuvent utiliser nos forces armées pour pouvoir sécuriser leurs mines? Ils peuvent engager des sociétés de sécurité. Mais pourquoi notre armée, au lieu de garder la sécurité de nos frontières, etc., on la retrouve dans les mines? C'est comme ça que vous avez vu que le gouverneur du Sud Kivu a justement demandé que tous les gens, que tous les militaires qui se trouveraient dans les zones minières puissent évacuer. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui dure. Hein, et donc, les uns expliquent par là aussi de temps en temps l'échec de l'efficacité de notre armée, où certains officiers, peut-être pas tous, s'adonnaient justement à ce genre d'activités au lieu de s'adonner aux activités de guerre. Je ne voudrais pas ici dire que c'est une situation généralisée, mais si ça s'est passé comme ça, aujourd'hui, il faudrait donc un peu plus de discipline. Il faudrait que l'État, d'abord, connaisse... Oui, moi, je vois que dans nos universités, nous avons des facultés de géologie. Mais que font tous ces géologues? Où est-ce qu'on les utilise? Nos géologues devraient d'abord étudier et savoir ce qui se trouve dans notre sol, sur notre sol et dans notre sous-sol. Deuxièmement, pourquoi notre pays ne se dote pas d'un satellite scientifique? Tous ces minéraux, c'est facile de les détecter avec un satellite. On peut le savoir. Aujourd'hui, la télédétection des minéraux se fait par satellite. Pourquoi notre pays ne peut pas utiliser même cette technologie? Nous-mêmes, nous vivions sur le coltan, nous, gens de l'Est là-bas, nous vivions sur le coltan et nous ne le savions pas. Il a fallu que cette horde d'étrangers vienne chez nous et commence à exploiter sauvagement notre coltan pour que nous nous rendions compte que nous étions assis sur de l'or. Vous imaginez ce que cela signifie? Donc nous avons une telle négligence. Donc quelqu'un disait, oui, un Congolais vit pauvre et il meurt, on l'enterre dans une terre riche. Dans une terre riche. Vous comprenez? C'est cette anecdote là-bas que un jour je racontais, je disais que le bon Dieu, lorsqu'il était en train de créer, de créer la terre et le ciel, et il donnait des richesses ici et là, il avait son panier et il jetait ici et là, jetait un peu de pétrole chez les Arabes, un peu de cuivre chez tel, un peu en Russie, ici et là. Puis,
Il a vu, quand il était fatigué le soir, il a vu que dans son panier, il restait encore beaucoup de choses. Et il y avait des trucs qu'il n'avait même pas mis ailleurs. Et puis il a vu un truc là, un gros pays là-bas, on lui a dit, c'est où ça là-bas? Il dit non, c'est le truc là que le roi des Belges, là, Léopold II, s'est adjugé auprès de ses amis. Il a pu prendre ça comme son champ personnel. Il dit, ah bon? Il a regardé, il dit, ah bon, il y a la forêt là-bas. Il dit, allez, il a pris son panier, il a tout jeté là-bas. Alors, il a jeté là-bas du pétrole, de l'uranium, du cuivre, du diamant, du tungstène, du fer, de quoi? De coltan, cassitérite, et aluminium. Tout. Il a tout jeté au Congo. Et éparpillé. Éparpillé. Donc même à l'Équateur, vous trouvez du diamant. Alors, professeur, c'est quand même... Mais un ange lui a dit, parce que c'est ça le mauvais de l'anecdote, un ange lui a dit, mais Seigneur, mais vous avez trop mis là-bas. Mais pourquoi? Il dit, si vous saviez les gens que je vais mettre là-bas, vous ne diriez pas ça. Donc c'est ça qui est malheureux. Hein? Je n'aime pas que les gens rient comme ça de mon peuple. Hein? C'est notre inconscience et notre malgouvernance est un mauvais exemple pour l'Afrique. Ce n'est pas possible que nous puissions être dans un pays aussi riche et vivre aussi pauvrement. Que les gens manquent de salaire. Alors que tout le monde est en train de s'enrichir. Les gens viennent ici en pantoufles, en babouches, et ils sortent avec des souliers de luxe, et ils roulent en limousine en rentrant chez eux au Liban. Pardon, mes frères libanais, je les aime bien, mais il paraît que c'est d'eux qu'on parle quand on dit ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que dans notre propre pays, toutes les banques privées soient des banques gérées par des étrangers. Il n'y a plus une seule banque d'un Congolais. Depuis la disparition de la banque de la famille Dokolo. Quel est l'autre banquier? Où est-ce qu'on trouve des richesses pour pouvoir investir? C'est dans les banques. Et donc, notre négligence, d'abord de la gouvernance minière, notre laxisme dans ce domaine là-bas, est même mortel pour la sécurité du pays. Parce que la richesse n'aime pas, justement, la négligence. Lorsque vous êtes riche et vous êtes trop riche à côté des gens trop pauvres, ils vont venir. Ils vont avoir des velléités. Tous ces pays qui sont en train de se targuer, de vouloir nous envoyer des troupes pour se battre contre les ADF et tout ça. L'Ouganda, Kenya. Et leurs fameux groupes armés n'attaquent pas leur pays. Ils n'attaquent pas chez eux. Les Interahamwe n'attaquent pas le Rwanda. Le Rwanda est considéré comme pays stable. Les ADF n'attaquent pas l'Ouganda. Mais, vous comprenez, ils viennent sévir chez nous. Les rebelles burundais, Red Tabara, FNL, ils viennent sévir là-bas chez nous, dans le sud. Est-ce que nos zones minières sont devenues des zones de non-droit? C'est cela que nous déplorons justement. Il faudrait, non seulement, en faisant la cartographie, la vraie cartographie de nos zones minières, il faudrait faire ce que recommande justement le nouveau code minier. Il faudrait que l'État congolais puisse savoir exactement qui a reçu un permis d'exploitation, un permis de prospection, et dans quel endroit il le fait, avec quel matériel et qu'est-ce qu'il utilise. Hier, on a parlé de la pollution qu'on a connue avec la rivière Achikapa et ailleurs avec la rivière Kassai. Parce qu'il y a eu négligence dans une usine d'extraction de diamants, où ça en Angola. Mais ces choses-là se passent à Tenkefungurume, ces choses-là se passent chez nous, donc au Lualaba, ça se passe partout où les gens sont en train d'exploiter parce que personne ne vient contrôler si quelqu'un a respecté dans les clauses du contrat qu'il fait avec l'État congolais, s'il respecte la question de l'environnement, s'il respecte la question justement de la redevance sociale, parce qu'on vous donne... La redevance aux ETD. Oui, aux ETD. Aux entités territoriales décentralisées. Mais justement, ces gens-là doivent construire des routes, ils doivent construire des écoles, ils doivent contribuer au développement du milieu dont ils sont en train de retirer les richesses. Ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Et quand nous nous organisons, nous, société civile, c'est vrai, des fois nous nous organisons pour pouvoir revendiquer cela. Je parle du Sud Kivu que je connais mieux parce que nous avions commencé cela ensemble avec quelques amis. Je sais qu'au niveau du gouvernorat, il y a une cellule où il y a des membres de la société civile et des membres de ceux qui font l'extraction artisanale des minéraux. Donc, bref, pour terminer... Pour terminer, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement d'envoyer des délégations là-bas, c'est de revoir de fond en comble
toute la manière dont nous avons fait, dont nous gérons aujourd'hui la question minière. Il faut donc faire, même peut-être, je vois que chaque année, on fait des tables rondes ou des ateliers sur les minéraux. Ce sont ces questions. Pourquoi a-t-on créé l'ITIE? On a créé cela parce qu'on voulait savoir si les gens paient exactement à l'État ce qu'ils déclarent. Et si l'État congolais reçoit les dividendes... Donc c'est à l'État congolais de pouvoir se réveiller. C'est à l'État congolais de se réveiller. Et donc aujourd'hui, quand j'entends la littérature qui tourne autour, il ne s'agit pas de jeter la pierre à tel ou tel responsable. Il ne faut pas jeter la pierre à telle ou telle personne. Il faut que nous puissions reprendre toute l'organisation à la base, qui est à la base de ces désordres. Voilà. Professeur Abeba, merci d'avoir accepté l'invitation pour décrypter un peu cette actualité qui a dérangé plus d'un Congolais par rapport aux minéraux. La présence, pas seulement des Chinois, mais de plusieurs nationalités dans les zones minières de la RDC. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On marque une petite pause, mesdames et messieurs. Dans la suite, nous allons recevoir un député national. Cette fois-ci, on va parler politique avec cette pétition initiée contre le président du bureau de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiampouanga. Tout de suite. Plateau spécial Focus de ce dimanche se penchera sur l'impasse et les blocages sur la constitution de la nouvelle CENI. Désaccords persistants entre les 8 confessions religieuses, refus de l'Amouka, d'Ensemble, du FCC ainsi que de certaines forces vives de désigner leurs candidats à la Commission électorale nationale indépendante. Contestation sur la mise en place de la commission partenaire à l'Assemblée nationale. Voici l'on s'interroge. Un nouveau dialogue entre les acteurs politiques est-il nécessaire? Union sacrée de la nation, opposition politique et société civile, faut-il envisager un dialogue pour un processus électoral apaisé? Jean-Marie Kassamba reçoit les acteurs politiques et les forces vives dans un grand plateau spécial ce dimanche 12 septembre 2021 à partir de 14h en direct sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31. Ne manquez pas.